Hello! Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça me fait super plaisir. Voilà, j'ai installé mon petit matériel avec mon petit micro, ma caméra, bref, ma ring light, bref, voilà. C'est aujourd'hui une vidéo spéciale où je vais vous parler de mon spectre autistique pour la première fois sur YouTube. J'ai décidé de me lancer sur ce sujet parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Évidemment parce que j'en suis touchée, c'est mon handicap. Mais j'ai vraiment envie de faire cette vidéo aussi pour que toutes les personnes autistes, Asperger par exemple, puissent elles aussi envoyer des autres personnes autistes. Peut-être que vous vous retrouverez dans cette vidéo, peut-être que ça vous donnera envie à vous aussi de vous lancer sur YouTube avec ce sujet là. En tout cas voilà, aujourd'hui j'ai décidé de parler de mon trouble du spectre autistique Asperger. Il faut savoir que le diagnostic je l'ai eu très tardivement, je l'ai eu quand j'avais 23 ans, là je viens d'avoir 24 ans au mois de novembre, au cours de l'été, donc 23 ans et demi on va dire, 23 ans 3/4, j'avais voilà mon diagnostic d'autisme Asperger qui est enfin sorti après des années de spéculation où on ne savait pas si c'était ça, si c'était oui, si c'était non. Pour moi c'était plutôt oui, j'aurais toujours tendance à dire que c'était oui, que moi j'en doutais pas vraiment du diagnostic, mais c'est vrai qu'avec l'approche ensuite des tests à faire etc au centre de source autisme, franchement j'étais plus trop sereine, je savais plus vraiment quoi penser, je me disais est-ce que j'ai vraiment ça, est-ce que j'ai pas ça. Et quand le rapport est enfin tombé avec je suis autiste Asperger, j'étais là ah oui quand même c'est moi. Et en fait pour savoir si jamais vous êtes des proches ou si jamais vous êtes des amis proches, bref, enfin voilà, la famille, si je peux vous conseiller un ouvrage sur l'autisme Asperger et vraiment sur le sujet mais qui est pas chiant à lire et qui est pas voilà, enfin que tout soit calé. Il y a une BD qui s'appelle La différence invisible et elle est super chouette, elle a été écrite par quelqu'un qui est autiste Asperger justement et elle est vraiment top, donc je vous la conseille, vous pouvez l'acheter sur Amazon ou dans votre librairie, voilà. En tout cas c'est une super BD et quand j'ai commencé à soupçonner que j'avais l'autisme Asperger avec ma famille, j'ai commencé par lire cette BD là et en fait justement ça m'a vachement aidé dans l'acceptation du futur diagnostic, même si je savais en moi que c'était voilà, c'était le diagnostic, c'était clair, c'est précis, voilà, j'allais être reconnue autiste Asperger. En tout cas ce livre m'a beaucoup aidé à dédramatiser la situation, à déculpabiliser parce que je me disais ouais mais ça va faire encore un handicap en plus, sachant que j'ai déjà un autre handicap invisible qui s'appelle les dyspraxies. Difficile pas sur le plan professionnel parce que ce qui est compliqué c'est tout ce qui est imprévu et moi je m'étais engagée dans la voie des métiers du social, je m'étais engagée dans la formation de moniteur éducateur. Malheureusement elle n'a pas pu aboutir parce que à cause de mon justement de l'autisme Asperger et de tous les changements que ça demandait, c'était impossible pour moi, c'était pas possible. J'avais la théorie, il n'y avait pas de souci avec ça, je suis quelqu'un qui apprend très vite et c'est aussi grâce à Asperger. Donc du coup franchement j'arrive à lire beaucoup de choses en même temps, je peux lire 3-4 bouquins en même temps, ça me dérange pas, je peux faire plein de choses au niveau intellectuel, mais là le fait de gérer des imprévus c'était pas possible pour moi, c'était hyper compliqué et ça m'épuisait dans mon travail pour que je masque tout ça, que je montre pas que voilà ça n'aille pas, parce qu'il faut savoir que autiste Asperger chez les filles c'est plus rare et c'est plus indétectable, j'ai envie de dire, parce que y a tout ce qui est de l'ordre du caméléon. Donc le caméléon c'est quoi? En fait c'est une technique qui va permettre aux jeunes filles ou aux femmes ou bref à toutes ces personnes de la gente féminine qui vont ça va faire que ça va développer une carapace, une sorte de voilà de carapace de Madame Tout le Monde, où en fait l'autiste va commencer à se suradapter à sa situation et donc va essayer de tout mettre en œuvre pour tout anticiper, tout faire pour que personne ne voit surtout jamais qu'il y a un problème, que ça ne dérange la personne ou des choses comme ça. Ça peut être par le maquillage, par l'apparence, voilà, pour qu'on dise pas que c'est une personne voilà, en gros, voilà, pour pas qu'on voit que la personne est autiste, elle le cache et elle le cache du mieux qu'elle peut avec des sourires, des trucs, enfin elle essaye de donner le change vraiment en permanence, sauf qu'il y a malheureusement un jour où souvent ça craque et c'est là qu'on a l'histoire des diagnostics, on les a à ce moment là, c'est justement parce que en fait
la personne a craqué, elle a trop compensé, et à force d'avoir compensé, elle en pouvait plus. Donc là justement, elle a décompensé. Moi ça s'est passé, pour moi ça a commencé quand j'avais 17 ans. Donc à 17 ans j'ai perdu ma meilleure amie qui s'est suicidée. Et en fait j'ai décompensé à ce moment-là, je suis allée en hôpital psychiatrique et en fait les médecins étaient d'accord pour dire que c'était pas ma place parce que j'étais pas, voilà, j'ai pas de maladie psychiatrique à proprement parler, même si on va dire que autour d'Asperger il y a des comorbidités qui peuvent exister, tout ce qui est borderline, donc tout ce qui est les humeurs très changeantes, tout ça, donc j'ai un traitement qui m'aide tous les jours pour m'adapter à ça et plus avoir de fluctuations d'humeur aussi importantes que ce que j'ai connu toute ma vie, parce que toute ma vie j'ai connu des émotions très fortes, je suis hypersensible en fait, au bruit, aux couleurs, à tout, je suis très hypersensible. Il y a beaucoup de choses qui me touchent énormément comme les animaux, la musique, enfin des fois certaines musiques ça pourrait me faire pleurer, enfin il y a beaucoup de livres sur tous ces sujets-là, de l'hypersensibilité et tout, et je pense que l'autisme c'est rejoint par ça aussi, donc il y a plein de choses à côté, comme par exemple pour avoir un autre trouble associé, bah moi c'est tout ce qui est justement de l'ordre de borderline, donc de tout ça j'ai des médicaments pour m'aider, et évidemment j'ai aussi une dépression. Voilà, la dépression ça fait des années qu'elle me suit, ça fait depuis au moins que j'ai 13 ans, donc je pense que ça fait 11 ans que je vis avec de la dépression. Ça fait 11 ans que c'est compliqué, que en fait j'ai jamais eu un parcours facile. Toute ma vie ça a été hyper compliqué, pour que ce soit pour être avec les autres, pour m'insérer dans un groupe social. Par exemple voilà, YouTube ça a mis très longtemps à démarrer pour moi parce que justement j'osais pas poster, j'avais trop peur d'être jugée, mal regardée, mal dans ma peau, etc. Mais là j'ai décidé depuis que je me suis lancée de continuer, voilà, de me dire bon ok, les petites vidéos que j'ai déjà postées c'est pas trop ça, voilà, c'est quelques petits trucs et tout, c'est des petites choses qui me rendent un petit peu fière quand même. Mais là j'ai vraiment envie de continuer sur YouTube, mais pas en tant que monétisation, comme voilà, simplement j'ai envie de continuer YouTube comme passe-temps, comme occupation, comme loisir. J'ai vraiment envie de continuer ça par plaisir, je veux pas en faire mon métier ou quoi que ce soit. Non, je veux vraiment garder ça on va dire comme loisir tout simplement, voilà. Être derrière ma caméra, parler de sujets qui m'intéressent, parler de sujets qui vous intéressent aussi. J'espère que je pourrai à terme avoir une communauté qui me permettra de pouvoir faire des vidéos sur des sujets ciblés et intéressants, parce que je suis quelqu'un qui a une dominante aussi dans les livres, dans tout ce qui est français, écriture, tout ça, j'ai une très grande dominante là-dedans. Je lis énormément, j'ai beaucoup de choses que j'aime dans la lecture, tout ça, partout. Donc du coup voilà, ça fait que je suis à fond dans les livres et tout. Donc si jamais vous avez des idées, des suggestions de vidéos en commentaire, faut que vous me le mettiez. Comme ça moi ensuite je verrai ce que je peux faire avec et voir s'il y a matière à faire une vidéo là-dessus. Je vais faire une passation de vidéos, c'est-à-dire que cette vidéo là va s'arrêter ici pour la vidéo actuelle. Mais je vais vous mettre en vidéo ensuite après celle-ci, donc je vais vous mettre juste à la suite la vidéo que j'avais faite justement pour présenter mon autisme Asperger quand j'ai su que j'étais autiste. Voilà, je vous mets la vidéo, comme ça vous pourrez voir un petit peu plus précisément qu'est-ce que je disais de ça à l'époque, et comme ça ça va vous expliquer un petit peu. C'est une vidéo explicative que j'avais faite il y a 2 ans pour le titre d'un travail à l'école, donc en école supérieure européenne de l'insertion sociale, quand je faisais encore mes études de moniteur éducateur. Bah voilà, du coup je vous mets la petite vidéo qui est après, tout de suite. Voilà, on se dit à plus tard. En tout cas, prenez un plaid, prenez une couverture, prenez une tisane et prenez-vous le temps de regarder la vidéo. Vous verrez qu'il y a plein de choses à apprendre. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Marie-Émilie Noël, mais tout le monde m'appelle Marie. J'ai 22 ans et actuellement je suis en formation de monitrice éducatrice en première année d'apprentissage à l'ESEIS de Schiltigheim. Pour vous résumer mon parcours, je suis née le 11 novembre 1999 à Strasbourg. Je suis née grande prématurée à 5 mois et demi de grossesse. J'avais une sœur jumelle, Lisa, qui malheureusement est décédée quelques heures après la naissance. À l'époque, les médecins ne savaient pas se prononcer par rapport à mon évolution. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir des parents qui étaient déterminés à se battre pour moi et à m'apporter toute l'aide possible. Ma maman m'a toujours dit qu'elle m'accepterait telle que j'étais.
avec ou sans handicap. À cette époque-là que ma famille a appris que j'étais atteinte de dyspraxie, donc c'est un handicap moteur qui empêche la coordination des mouvements et notamment des gestes au quotidien. Les dyspraxies, c'est quelque chose qui ne se voit pas, mais ça demande pour moi un vrai effort de réaliser toutes les tâches du quotidien comme manger, mettre la table, faire à manger. La coordination de chaque geste doit être pensée, préparée et ça me demande vraiment beaucoup d'efforts. Parce qu'en fait, chez les personnes qui ne sont pas atteintes de dyspraxie, tous les mouvements sont automatiques. Et pour moi, ce n'est pas le cas. Aucun des mouvements que je fais, ce n'est absolument pas automatique. Mais ça, les personnes ne le voient pas, elles ne se rendent pas compte qu'il y a eu un travail derrière pour justement finir par coordonner quand même un minimum les mouvements et les tâches du quotidien. J'ai quand même connu un développement quasi normal et d'ailleurs ça a étonné mes parents, ça a étonné les médecins finalement puisque par rapport à leurs pronostics, eux ils ne savaient absolument pas comment j'allais évoluer. En fait des signes qui étaient précurseurs par rapport aux troubles du spectre autistique dont je suis atteinte. Je suis lire les lettres de l'alphabet avant de savoir marcher, voilà. Et lorsqu'on allait par exemple chez des amis, je pouvais dire précisément tel détail a changé par rapport à la dernière fois où on était venu. J'avais aussi une manière de jouer qui était vraiment très particulière, c'est-à-dire que je ne faisais pas de dialogue comme les autres enfants pouvaient faire avec leurs poupées. Moi j'étais très attachée à mes Playmobil, c'était vraiment un jouet que j'aimais beaucoup, donc j'avais une maison de Playmobil. Et en fait, plutôt que de passer du temps à faire des dialogues ou des choses comme ça, moi je passais beaucoup de temps à la redécoration de la maison. Moi, ranger, aménager, organiser, voilà. Jamais de dialogue entre les personnages où j'inventais pas d'histoire. Pour moi, c'était pas réel, donc ça ne pouvait pas exister, c'était juste des bonhommes en plastique finalement. Donc pour moi, jouer, c'était pas... je jouais pas comme les autres enfants. Je préférais faire de la décoration d'intérieur, si on veut dire. J'ai aussi un gros problème avec la nourriture. Il faut savoir que en fait j'ai toujours été très difficile pour manger et on pensait que c'était un petit peu un caprice. Sauf qu'en fait une fois que j'ai su que j'étais atteinte du trouble autistique Asperger, en fait je me suis rendu compte que je n'aimais tout simplement pas la texture et que j'étais très sensible au goût des aliments. Donc ça a toujours été un combat pour que je puisse manger. Et même encore à l'heure actuelle, j'ai vraiment une grosse préférence pour les pâtes. Même si j'essaye de diversifier quand même mon régime alimentaire, c'est vraiment pas facile. Quelqu'un qui est très sensible au bruit, aux odeurs, au goût, au toucher, en fait vraiment à tout ce qui touche aux 5 sens. Je suis très sensible par rapport à ça, on va dire que je suis même hyper sensible. Ce qui fait que la nuit je ne supporte pas le moindre bruit, il faut que j'ai des boules qui quiècent, il faut que mon volet soit entièrement fermé et que j'ai aussi sur moi une couverture de gravité ou une couverture lestée, donc c'est une couverture qui pèse très lourd, c'est une couverture qui fait 6 kg. Et en fait ça m'enveloppe et ça me permet de bien dormir, d'être contenue aussi quelque part. Pour en revenir à mon parcours, dès que je suis rentrée à l'école, je me suis sentie tout de suite différente des autres. Je restais toujours dans mon coin, on prenait ça pour de la timidité. J'aurais bien aimé me faire des amis, c'était vraiment quelque chose de compliqué pour moi. Mais ça me demandait aussi beaucoup d'énergie et il y avait aussi beaucoup de bruit à l'école. Beaucoup de bruit, ça me demandait beaucoup d'efforts, de suradaptation et c'était extrêmement difficile. J'avais aussi un problème pour aborder les personnes, je ne savais pas comment leur parler, je ne savais pas quoi leur dire. Et puis une fois que j'essayais de me faire des amis, en fait j'avais un problème, c'est que pour moi leur conversation n'était pas assez aboutie. Donc je m'ennuyais et à la place je préférais aller voir mes enseignants ou discuter avec eux parce que j'avais besoin de cette présence adulte. Je me souviens qu'au CP, quand tout le monde apprenait l'apprentissage de la lecture, parce que c'était vraiment quelque chose que moi je voulais apprendre, en fait je m'ennuyais déjà. Les autres ils apprenaient à peine à lire, pour moi c'est devenu très vite une facilité, je savais lire quasi tout de suite à la rentrée. Et comme je m'ennuyais en cours, du coup je plaçais une règle dans mon manuel là où les autres étaient en train de lire pour savoir où ils en étaient. Et moi pendant ce temps-là je continuais à lire le livre de mon côté.
Mon parcours à l'école a avancé, plus j'ai été malheureuse. C'est un fait. Et c'était surtout pendant l'adolescence, au niveau collège-lycée, ça a été vraiment une période difficile. Je jouais au caméléon, pour faire simple, donc c'est-à-dire que j'imitais les autres. Je voulais absolument intégrer leur groupe et être comme eux, donc j'ai acheté des tenues vestimentaires qui me correspondaient pas forcément à moi, mais qui correspondaient à ce qu'on attendait entre guillemets de moi. Et j'ai commencé à faire ça dans l'espoir d'être acceptée par les autres. Mais en fait pour eux je restais quand même quelqu'un qui était traité d'intello, de sensible, de fragile et timide, donc j'arrivais jamais à m'intégrer aux autres. Moi j'étais malheureuse car je me sentais incomprise. Au fond de moi j'étais malheureuse parce que je me sentais incomprise et surtout incapable d'être moi-même puisque je jouais ce caméléon, ce masque en étant quelqu'un en essayant d'être quelqu'un que je n'étais pas. À l'école j'avais aussi beaucoup de mal en rentrant à la maison à me mettre aux devoirs. Je les évitais le plus possible et c'était vraiment la bagarre entre mes parents et moi parce que je ne voulais absolument pas faire mes devoirs. En effet, quand je rentrais à la maison, j'étais extrêmement fatiguée de par la dyspraxie qui prenait beaucoup d'énergie et aussi je voyais pas l'intérêt pour moi de faire des devoirs puisqu'à l'école je me concentrais à 100% et en fait j'avais déjà retenu ce qu'on avait fait dans la journée et je voyais pas en fait l'intérêt du tout de faire des devoirs. Pour moi c'était ça servait à rien. Au regard que je porte aujourd'hui par rapport à connaissance de tout ce que j'ai sur moi et de ce que je sais, l'école c'était pas... L'école, le milieu ordinaire à l'école c'était pas adapté pour moi. C'était... Le système scolaire il n'était pas adapté pour moi, pour ma place et pour m'accueillir. Le baccalauréat, une fois que je l'ai enfin eu, en fait j'ai commencé une licence de lettres modernes mais ça ne m'a absolument pas plu parce que le système des cours de fac ne me plaisait pas. C'est aussi pour ça que je me suis réorientée après. À l'école j'ai aussi été victime de harcèlement, j'ai subi des attouchements de la part de certains de mes camarades de classe à cause de ma différence. J'avais aussi une différence physique. C'est-à-dire que, étant née plus tôt, je pense que je me développais plus lentement que les autres physiquement. Et à l'âge de l'adolescence où tout le monde se compare, où tout le monde regarde le corps, où le corps a une énorme importance, eh bien moi, mon corps restait encore un corps très très enfantin. Et je pense que les attouchements que j'ai subis à l'époque viennent de ça, de ma différence aussi bien intellectuelle que physique. Déranger les personnes qui me harcelaient, c'était mon intelligence. Ils ne supportaient pas que j'ai réponse à beaucoup de questions que les professeurs posaient. Et c'est comme ça qu'à l'âge de 13 ans, j'ai commencé à développer une dépression. Développer ma dépression à l'âge de 13 ans, c'était très difficile parce que tout était exacerbé par mon hypersensibilité. Clairement, j'ai détesté ma scolarité. Personne n'était capable de me comprendre, sauf ma meilleure amie, donc c'est une amie que je m'étais faite à l'école. Et avec le recul maintenant aujourd'hui, je soupçonne que c'était quelqu'un qui était un peu comme moi, donc je dirais qui avait peut-être aussi un trouble du spectre autistique Asperger. Je m'entendais super bien et il n'y avait qu'avec elle en fait que j'osais vraiment être moi-même et que je pouvais réellement être moi-même. À l'école, tout le monde pensait qu'on était marginal en fait, comme on était un peu en retrait, mais moi ça me dérangeait pas. Maintenant que j'étais avec elle, qu'on était deux, ça me dérangeait pas en fait. J'en avais plus rien à faire. Évidemment, on était toujours exclus de tout, des fêtes, de tout ça, tout le monde nous trouvait bizarres, mais avec elle, je trouvais, on avait une force ensemble. Malheureusement, un petit peu avant que je finisse ma scolarité, en 2017, à l'âge de 17 ans, ma meilleure amie s'est suicidée. Son départ précipité, ça m'a brisé le cœur. Je me suis sentie abandonnée. Et je me sentais clairement coupable aussi. J'avais l'impression que je l'avais abandonnée, j'avais l'impression de ne pas avoir été assez là pour elle. Et tout ça, ça a aggravé ma dépression et ce que je ressentais. Et malgré tout, du coup,
malgré tout, donc tout cela, ça a aggravé ma dépression. Et j'ai décidé à cette époque-là, n'étant plus assez forte, de me faire hospitaliser 1 mois en unité psychiatrique pour adolescents, pour pouvoir récupérer un petit peu de force et pour pouvoir être loin surtout de la pression de l'école et pour pouvoir me reposer. Une fois sortie de l'hospitalisation, malgré les médicaments, malgré tout, il n'y a rien qui apaisait ce que je ressentais. Je me sentais toujours aussi incomprise et toujours aussi vide. Quand je suis retournée au lycée, après mon hospitalisation, c'était un véritable cauchemar. Les élèves me prenaient pour quelqu'un qui prenait pour une personne folle tout simplement. Les gens pensaient que je simulais ce que je ressentais parce que je faisais énormément de crises d'angoisse. Et donc c'est des crises de tétanie où j'étais complètement tétanisée sur ma chaise, je ne pouvais plus parler, je ne pouvais plus bouger. Et tout le monde pensait que je faisais exprès en fait d'avoir ces crises d'angoisse qui arrivaient quasi quotidiennement. Et donc j'étais complètement épuisée et j'en avais assez de devoir prouver aux autres que ce que je ressentais était bien réel. Et donc j'ai fini par partir de mon lycée pour pouvoir continuer une scolarité quasi normale. J'ai opté pour un centre psychiatrique de soins-études pour ma dernière année de lycée. Donc c'était un centre de soins-études qui était en partenariat avec un lycée public. Et c'était la seule option qui me restait. En fait, j'avais plus le choix parce que sur la région, il n'y avait que ces 2 lycées-là, donc le lycée public et le lycée privé où j'étais avant. Et il fallait que je puisse pouvoir redoubler ma terminale. Dans ce centre, j'ai été incomprise par les professionnels. En fait, les professionnels sont tout simplement pas formés, et je m'en rends compte maintenant que je suis dans le social, à l'autisme en fait. C'est quelque chose qui est très récent. Des études sont récentes aussi. Et donc, on pensait toujours que j'avais une dépression. Et cette dépression ne passait pas. Par contre, beaucoup de soutien de mes professeurs à l'époque qui m'ont encouragée à développer mes capacités, qui m'ont aidée aussi par rapport à... Enfin, qui m'ont aidée à développer mes capacités sans me juger, sans minimiser ce que je pouvais ressentir, parce qu'il y a des jours où je n'arrivais pas à aller en classe. J'ai jamais eu de remarques ou quoi que ce soit par rapport à ça. J'ai vraiment eu des professeurs extrêmement bienveillants et qui m'ont toujours poussée à y arriver et à donner le meilleur de moi-même. Ils m'ont vraiment aidée à reprendre confiance en moi. En fait, je pense que mes professeurs, ils arrivaient à voir les potentialités que j'avais malgré tous les médicaments que je pouvais prendre à l'époque et malgré tout ce que ça altérait en fait chez moi comme capacité. Quand j'ai obtenu mon baccalauréat en 2019, j'étais très heureuse d'intégrer l'université de Strasbourg où je pensais faire un cursus de lettres modernes, même si ça impliquait de déménager chez mes parents. Ça a toujours été vraiment difficile pour moi le fait de savoir que j'allais déménager pour faire mes études. Mais heureusement mon père qui travaille donc près de Strasbourg avait un appartement là-bas. Donc emménager avec mon père dans un appartement situé près de Strasbourg puisque mon père travaille là-bas. Et j'ai commencé ma première année de lettres modernes. J'étais encore une personne très vulnérable, encore sous l'influence de médicaments. Et j'ai pas du tout accroché au système de la faculté. C'était pas du tout pour moi. Ça demandait énormément d'adaptation, d'efforts et ça me semblait très flou. J'avais une amie et je me suis rendu compte qu'après ce n'en était pas une, voilà. C'est aussi ça qui est compliqué dans mes relations, savoir à qui je peux faire confiance et à qui je ne peux pas faire confiance. Et du coup cette amie-là m'a précipitée dans les bras d'un garçon qui s'est révélé... Elle m'a précipitée dans les bras d'un garçon qu'elle connaissait. Et je croyais à l'amour en fait, je voulais faire comme mes amis, pouvoir être en couple, mener une vie tout à fait normale, je dis bien entre guillemets. J'étais très naïve, j'étais encore sous médicaments, j'étais vulnérable et je me suis jetée dans cette relation corps et âme. Malheureusement j'ai été abusée, évidemment sans mon consentement. Après ce traumatisme, je voulais plus vivre. J'ai tenté de me suicider et je suis retournée me réfugier chez mes parents. Et là, ça a été une vraie descente aux enfers.
j'ai connu une très très forte addiction aux médicaments et à l'alcool. J'ai connu une très forte addiction à l'alcool, aux médicaments et au tabac. J'étais méconnaissable, j'étais bouffie, j'avais la peau jaune, j'étais méconnaissable. J'ai consommé de l'alcool, des médicaments, du tabac, donc toutes ces drogues d'octobre 2020 jusqu'à avril 2020, tous les jours. Sans exception, tous les jours. Inquiété pour moi, dans ma famille, sauf moi. Moi je m'en fichais, comme dit, je voulais plus vivre en fait. J'avais plus du tout goût à la vie après tous les traumatismes que j'avais subis, cette incompréhension de la part des autres. J'avais juste envie de partir en fait, je voulais que ça s'arrête. Quand j'ai commencé à plus pouvoir aller à la faculté, j'ai décidé de prendre rendez-vous avec la médecin universitaire. Et elle m'a longuement écoutée. Elle m'a longuement écoutée sur mon parcours, sur pourquoi j'avais des difficultés à aller en cours, etc. etc. Et après ce grand entretien, elle m'a regardée, elle m'a dit « Mais est-ce que vous seriez pas autiste Asperger ?» Alors je l'ai regardée, j'étais étonnée. Et puis je lui ai quand même demandé si elle n'aurait pas une personne, un contact à me conseiller, chez qui je pourrais faire des tests, pour voir si ce diagnostic, ça serait peut-être le bon. Et donc elle m'a donné le contact de Madame Anne-Sylvie Manros, donc c'est une psychologue qui est spécialisée, dans le domaine de l'autisme. En avril 2020, j'ai tenté de me sevrer de mes addictions. Et à ce moment-là, j'ai rencontré mon compagnon actuel grâce à un site de rencontre. Donc oui, ça peut paraître très bizarre, mais étant autiste Asperger, déjà des difficultés de contact et tout ça, j'avais pas trop le choix. Et il s'est avéré que j'ai réussi à faire le tri et à tomber sur la bonne personne. Donc je suis vraiment contente parce que pour moi ça a fonctionné. À ce moment-là, avec le soutien sans faille de ma famille et de mon nouveau compagnon, j'ai entrepris de me sevrer absolument pour de bon. Il fallait que je me sevre et il fallait que j'avance. Donc j'ai commencé par rencontrer la psychologue Anne-Sylvie Manros pour faire ces fameux tests sur l'autisme et ça s'est avéré être le diagnostic qui a été posé. Et comme je l'ai dit au tout début, c'était un diagnostic qui a été vraiment difficile à vivre. Mais ma famille et mon compagnon m'ont persuadée que de toute façon pour avancer il fallait que j'accepte ce diagnostic, il fallait que j'accepte mon handicap. Et c'est là que je suis tombée sur la BD de Julie Dachez, La différence invisible. J'ai lu cette BD et ça a été vraiment une révélation pour moi. Et ça m'a aidée à accepter ce que je ressentais et à accepter le diagnostic surtout. Pour mieux me comprendre aussi et mieux valider entre guillemets ce diagnostic, j'ai lu le guide sur le syndrome d'Asperger de Tony Attwood. À partir de ce moment-là, une fois que le diagnostic a commencé à faire son chemin dans ma tête, j'ai pu recommencer à sortir, à vivre et c'est là que j'ai décidé de me réorienter. Donc janvier 2021, j'ai demandé à la faculté un stage de réorientation de 2 mois dans le médico-social, donc c'est un milieu que je connaissais déjà par mon père qui travaille. Et du coup j'ai fait un stage dans le milieu du handicap psychique. Et j'ai tout de suite accroché. C'était pour moi une révélation, aider les autres. Et là j'ai compris que si je voulais aider les autres, il fallait d'abord que je m'aide moi-même en acceptant mon handicap. Je suis très contente si vous avez pu regarder la vidéo jusqu'au bout. En tout cas, moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.